Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette 4e conférence du Colloque Wright pour la science, dont c'est la 18e édition cette année, comme vous le savez. Merci d'être venus à nouveau si nombreux, si nombreuses, pour ce soir vibrer avec l'oratrice de ce soir. Vous comprenez certainement déjà de quoi je veux parler. Comme chaque année, pour ceux qui viennent cette semaine pour la première fois au Colloque Wright, comme chaque 2 ans, vous savez qu'on a le privilège ici à l'Université de Genève d'accueillir des orateurs et oratrices scientifiques de grand renom du monde entier. Ce soir ne fera bien sûr pas exception. Et comme vous le savez aussi, cette semaine, il y a une thématique qui a été choisie par le comité de la Fondation Wright. Cette thématique est derrière moi, c'est celle de la gravité. Elle y était, c'est pas grave. La gravité, donc cette force que vous connaissez tous depuis vos cours de physique de base, qui régit notre univers. Et donc ce soir, nous allons aussi découvrir une sorte de matérialisation. Cette soirée, vous le savez, se déroule en 2 parties. D'abord, la conférence elle-même, qui se fera en anglais, avec une traduction simultanée en français. Donc j'espère que vous avez tous, pour ceux qui ne parlent pas anglais, le casque. Ensuite, il y aura une longue session de questions et réponses, durant laquelle vous pourrez poser vos questions de 2 manières. La première, habituelle, avec des micros qui circuleront dans les allées. Il suffira de lever la main pour les demander. Et la seconde, vous le savez maintenant, on expérimente quelque chose, mais qui fonctionne assez bien. On a bien quelques dizaines de questions à travers Twitter. Donc, il y a simplement le hashtag quelque part qui va réapparaître, le dièse, Colloque Wright. Il vous suffit de poser votre question sur Twitter pendant la conférence ou pendant la session de questions-réponses pour qu'elle soit ensuite relayée sur scène par quelqu'un qui m'aidera, en l'occurrence Thierry Courvoisier. Pour cela, je vous demande donc de ne pas éteindre vos téléphones complètement, mais simplement de les mettre sur mode silencieux et de les utiliser vraiment pour essayer de poser vos questions durant la conférence. Voilà, sans plus attendre, je passe maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet de la conférence, la parole justement à Thierry Courvoisier, le président de la Fondation Wright, pour quelques mots d'introduction. Bonsoir. Au cœur de la science, il y a la mesure. Pour les sciences expérimentales, la mesure est le résultat d'un arrangement physique, chimique ou biologique contrôlé. Et dans ce cas, on peut tweaker, on peut jouer avec les paramètres. En astronomie ou en cosmologie, il n'y a pas d'expérience possible, on observe. En fait, on observe les expériences que la nature a bien voulu mettre en scène pour nous. La théorie, cette semaine la théorie de la gravitation ou la cosmologie, donne un cadre de pensée et permet une description rationnelle du monde. Mais sans un ancrage dans la réalité, ancrage qui se traduit par des mesures, conformes à la description proposée, sans cet ancrage, la théorie n'est qu'un jeu de l'esprit. C'est pourquoi il était indispensable qu'une soirée de ce colloque fût consacrée à la mesure. Et la mesure d'onde gravitationnelle est le sujet qui s'imposait 3 ans après leur première détection. La relativité générale n'a pas été créée pour expliquer des données, mais bien pour corriger une incohérence entre la gravitation newtonienne et la relativité restreinte. Cela n'a pas empêché que, dès sa conception, les protagonistes aient cherché et trouvé des tests pour confronter les prédictions dérivées des équations d'Einstein à des observations. L'exercice est difficile, car la mécanique newtonienne donne une remarquablement bonne description de la gravitation dans notre environnement. Les effets relativistes sont petits, et petites sont en effet les variations de distance induites par les ondes gravitationnelles sur nos détecteurs. Leur mise en évidence ces dernières années est un exploit gigantesque. La Fondation Wright est très heureuse que Gabriela González ait accepté de nous décrire cet exploit ce soir et de nous permettre ainsi d'asseoir la théorie dans la réalité de la mesure. Merci Thierry Courvoisier. Comme vous le savez, c'est aussi une tradition.
il est demandé chaque soir à quelqu'un, un professeur, un scientifique de l'Université de Genève, de présenter l'orateur de ce soir. Alors, la personne qui va présenter Gabriela González ne partage pas exactement avec elle le même champ de recherche. Ce n'est pas vraiment dans la même direction de recherche que vont leurs travaux. Par contre, il partage certainement, très certainement avec elle, le souci du développement et surtout de mise au point d'extrêmement fins et précis instruments de mesure qui ont permis, en l'occurrence pour Francesco Pepe et ses équipes de l'Observatoire de l'Université de Genève, de découvrir, vous le savez peut-être, il y a maintenant bientôt 25 ans, en 1995, la première exoplanète autour d'une autre étoile que le Soleil. Donc, Francesco partage, encore une fois, certainement avec Gabriela, ce souci de mettre au point des instruments dont nous allons parler ce soir. Francesco Pepe, je vous laisse la parole. Bonsoir. Imagine for one moment. Imaginez un instant que vous avez acheté beaucoup de vêtements, vous revenez des magasins et vous paniquez parce que vous avez tellement acheté de vêtements, vous ne savez pas où les ranger. Et heureusement pour vous, il y a encore un tout petit espace dans votre chambre à coucher. Alors vous vous dites, bon, il me faut que j'achète une nouvelle armoire. Donc vous vous précipitez chez Ikea. Mais avant de vous précipiter chez Ikea, vous devez vérifier l'espace à disposition. Donc, vous prenez votre mètre à mesurer et vous mesurez l'espace qui vous reste dans votre chambre à coucher, 105 cm. Bon, d'accord. Peut-être c'est 105, 104. Donc, je vais prendre un peu de marge. Donc, je vais réduire cela à 1 mètre. Et vous pouvez donc ensuite vous précipiter au magasin et acheter votre armoire large d'1 mètre. Mais ici, nous ne sommes pas venus pour parler ameublement. Ce soir, nous allons parler d'ondes gravitationnelles. Donc, vous allez me demander quel est le lien entre l'ameublement et les ondes gravitationnelles. Eh bien, c'est la mesure. La mesure, en tant que physicien, c'est notre pain quotidien, c'est ce que nous faisons tout au long de la sainte journée, de mesurer de façon aussi précise que possible. Et si vous voulez mesurer des ondes gravitationnelles, si vous voulez les détecter, eh bien pour cela, vous devez faire plus ou moins la même chose que lorsque vous avez calculé l'espace nécessaire à votre armoire. Vous devez calculer des distances, mais pas forcément avec la même précision. Alors, disons que vous avez un mètre qui est très long puisqu'il vous permet de mesurer la distance d'ici jusqu'à l'étoile la plus proche. Alors, c'est le Soleil. Alors, quelle est l'autre étoile la plus proche à part le Soleil? Est-ce que quelqu'un... Bon, Proxima. Bien. Alors, disons que vous avez un mètre à mesurer qui vous permet de mesurer la distance entre ici et Proxima, plus de 4 années-lumière, donc 10 000 milliards de kilomètres, et vous avez votre mètre à mesurer. Vous voulez mesurer la distance et voir s'il y a des ondes gravitationnelles. Et pour y arriver, vous devez faire preuve d'une grande précision. Jusqu'à quel degré de précision? 1 centimètre, ça ne le fera pas. Jusqu'à quelle précision devez-vous aller? Eh bien, vous devez pouvoir détecter les changements de distance, de l'épaisseur d'un cheveu à une distance d'ici à l'étoile la plus proche. Alors, vous me dites, c'est pas forcément la personne la plus appropriée pour faire ces mesures. D'accord, parce que je souffre un petit peu de calvitie, mais enfin, je peux apprécier la précision de cette mesure, pas seulement parce que je suis quasiment chauve, mais parce que, en raison de ma profession, parce que c'est une mesure extrêmement difficile à réaliser. Alors, quelles sont ces ondes? Ces ondes gravitationnelles, comment les détecter? Que pouvons-nous apprendre de ces ondes gravitationnelles? Eh bien, tout cela va vous être expliqué ce soir par
une scientifique de renom, la porte-parole de l'organisation en question qui a fait ces mesures il y a 3 ans de cela, à savoir Gabriela González. C'est un grand plaisir pour nous de lui souhaiter la bienvenue. Elle est née à Cordoba, en Argentine. Je crois que c'est là que le tango a vu le jour, si je ne me trompe. Et c'est là où elle a fait ses études de physique. Et donc, c'est là qu'elle a obtenu son master. Et l'un des premiers résultats qu'elle a obtenus pendant ses études, eh bien justement, ça a été de démontrer que Einstein avait tort. Einstein disait que la gravité n'était pas responsable des personnes qui tombaient en amour. Et elle m'a raconté cette anecdote parce que c'est justement dans cette ville qu'elle a rencontré son mari. Et donc, on voit que Einstein avait tout à fait tort puisqu'elle a rencontré l'amour. Elle est tombée en amour sur place. C'est là qu'elle a rencontré son mari. Ensuite, elle est allée à Syracuse, aux États-Unis d'Amérique, où elle a obtenu son doctorat sur les motions browniennes et les ondes gravitationnelles. Et après son doctorat, elle s'est rendue dans de nombreux endroits et elle a ensuite commencé à travailler à l'Université d'État de Louisiane, en Louisiane évidemment, où elle est encore professeure, elle enseigne et elle est responsable des détecteurs d'ondes gravitationnelles et elle fait en sorte que ces instruments deviennent de plus en plus précis. Je conclurai en disant que lorsque j'ai rencontré professeur González il y a quelques jours de cela, j'étais vraiment fortement impressionnée par la profondeur de sa compréhension, de sa pensée scientifique, qui m'expliquait ces choses très très complexes parce que je ne suis un béotien en la matière. Elle a fait preuve d'une grande patience à mon égard et donc j'ai le grand plaisir de lui donner la parole pour qu'elle nous explique à nous tous ce que faisait Einstein, les trous noirs, les ondes gravitationnelles et les autres matières si fascinantes. À vous, Gabriela. Thank you. Merci beaucoup. Bonsoir. C'est un grand honneur pour moi d'être ici. Je remercie la Fondation Wright non seulement de m'avoir invité ici pour faire cette présentation, mais d'avoir organisé ces conférences pendant 36 ans, puisqu'on en est à la 18e édition. Je trouve ça extraordinaire et ce serait une bonne chose que cet exemple soit repris par d'autres villes, le fait de pouvoir faire de la vulgarisation, de partager les résultats scientifiques, les avancées scientifiques. Donc, on vous a beaucoup parlé de la gravité. En tout cas, si vous avez participé aux autres soirées. Donc, ce soir, on va faire des choses un peu différentes. On va commencer par la loi de Newton. Vous avez appris cette loi à l'école. C'est une loi d'attraction qui explique pourquoi la pomme est tombée, soi-disant, sur la tête de Newton, mais cela explique aussi pourquoi le Soleil, la Terre tourne autour du Soleil et la Lune tourne autour de la Terre et explique tous les mouvements planétaires. Donc, c'est une loi universelle d'attraction. C'est la première loi universelle qui explique beaucoup de choses, pourquoi nous tombons et également pourquoi et comment les planètes se déplacent. Et si vous ne reconnaissez pas cela ou cela, eh bien, je vous encourage vivement à aller profiter de ce spectacle son et lumière au Bastion. Alors, quand on parle d'attraction, on va entendre la musique parce que c'est une très belle musique qu'on entend pendant ce spectacle son et lumière. Quand on parle d'attraction universelle,
On parle également de l'attraction entre humains et on pense à la danse, mais il n'y a pas que de la danse. Il y a la danse entre êtres humains, il y a la danse entre les étoiles et c'est la danse dont nous allons parler ce soir, la danse entre les étoiles. Et nous avons parlé de la loi de Newton, la loi universelle de Newton sur la gravité, mais vous savez que nous allons également parler de la gravité d'Einstein. Et la gravité d'Einstein est différente parce que c'est une loi universelle, effectivement. Elle explique pourquoi le Soleil, pourquoi les planètes se déplacent autour du Soleil, mais elle ne part pas du principe que la force de gravité, la force de Newton soit instantanée, parce que Einstein, avant d'avoir publié sa théorie de relativité générale, était parvenu à la conclusion, et tout le monde était d'accord, que la vitesse de la lumière était une limite universelle. Il n'y avait rien qui se déplaçait plus rapidement que la vitesse de la lumière, et la gravité était un déplacement instantané. Donc il a eu cette théorie de relativité, c'est-à-dire que les étoiles vivent dans un espace-temps dynamique. Quand nous pensons à l'espace-temps en tant que physicien, on s'imagine une grille en 3 dimensions avec les distances égales entre les coins de l'espace, avec des horloges qui sont synchronisées dans tous les endroits. Ça, c'est le temps, et c'est comme cela que nous mesurons les trajectoires de toutes les particules en définissant le positionnement à un moment donné selon les horloges. La gravité d'Einstein utilise le même espace-temps dont nous parlons, mais dit que chaque masse, nous autres, les petites boules, les grandes planètes, chaque masse déforme cet espace-temps. Et c'est facile quelquefois de calculer des distances qui auront des longueurs différentes si on est plus loin ou moins loin de la masse. Et les horloges également vont fonctionner à une vitesse différente. Donc, les masses modifient les distances et les temps, et cette théorie a toutes sortes de conséquences si elle est avérée. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer comment cela nous permet de comprendre. Cela explique pourquoi, si nous avons 2 masses, elles vont se voir, elles vont sentir la force de l'autre parce qu'elles voient l'espace-temps courbé. Si nous avons le Soleil et le satellite, il ne va pas se déplacer en ligne droite, mais en orbite elliptique. La Terre va être en orbite circulaire parce qu'elle voit la courbure de l'espace-temps. Et si le Soleil disparaît, il faut un certain temps à la Terre de le découvrir. Cette gravité ne se déplace pas instantanément, elle se déplace à la vitesse de la lumière. Il y a beaucoup de conséquences dues à cette théorie. Moi, ce qui me plaît, que si vous avez 2 masses telles que 2 trous noirs, et j'aime bien m'imaginer qu'ils dansent le tango, à ce moment-là, ces 2 trous noirs vont se déplacer autour l'un de l'autre, mais ils vont déformer l'espace-temps. Et donc, il va y avoir des ondes gravitationnelles qui vont enlever l'énergie des systèmes, et cela va rendre les trous noirs de plus en plus proches jusqu'à ce qu'ils fusionnent en un seul trou noir. Et cela se passe non seulement avec 2 trous noirs, mais également avec des étoiles neutrons. Nous le savons, on voit les rayonnements. Ces 2 étoiles neutrons vont créer et produire ces ondes gravitationnelles, et elles vont se rapprocher de plus en plus l'une de l'autre jusqu'à ce qu'elles fusionnent, donnant naissance probablement à un trou noir. Et cela a été observé. Non pas la fusion, bien que on l'a peut-être vu l'année dernière, mais ce rapprochement a été observé dans les années 70 par Hulse et Taylor. Joe Taylor était un astronome très connu. Il est toujours un astronome très connu.
qui s'est intéressé aux signaux radio de ces pulsars, de ces étoiles neutrons. Et dans les années 70, avec son étudiant Hulse, ils ont découvert le premier système qui était une paire d'étoiles neutrons. Ils étaient tellement proches l'un de l'autre qu'ils tournaient autour l'un de l'autre en 8 heures. Et il nous faut, nous, une année pour tourner autour du Soleil. Et là, ce sont des étoiles qui tournent autour l'une de l'autre en l'espace de 8 heures. Donc, c'est très proche. Les étoiles se déplacent très rapidement. Elles perdent de l'énergie sous forme de ondes gravitationnelles. Elles se rapprochent de plus en plus. C'est ce que nous allons mesurer. Donc, ici, vous avez une accumulation des changements pendant cette période de 8 heures parce que le rayon de l'orbite est différent et vous voyez que la période est en train de raccourcir. Les étoiles se rapprochent de plus en plus l'une de l'autre et c'est ce qu'avait prédit la théorie d'Einstein. Et cette prédiction GR, dépend fortement des calculs évoqués par le premier orateur de la série. Professeur Damour, Blanchet et autres ont calculé la quantité d'énergie perdue en ondes gravitationnelles dans le système. Ce travail a pris de nombreuses années. Vous voyez le temps qui s'écoule. On est passé des années 70 en 2006. Donc, on est en train de parler d'une trentaine d'années de mesures. Mais ce n'est qu'après 20 ans de mesures que l'on leur a décerné le prix Nobel en 1993 ou 93. Donc, on va calculer un petit peu ce que représentent ces ondes gravitationnelles. Donc, ça, ce sont les équations d'Einstein. Ça paraît assez simple. Donc, on parle de l'espace-temps. Donc, ce sont des tenseurs. Donc, vous avez ces indices qui vont 0, 1, 2, 3, 4 pour les 3 dimensions de l'espace. Donc, ça, c'est le tenseur d'Einstein égal à un nombre avec de la constante de Newton. C'est la théorie de gravité de Newton. Vous avez la vitesse de la lumière à puissance 4 et ça, c'est le tenseur de stress. Donc, cette quantité est calculée à partir de l'espace-temps, des distances et du temps. Et nous avons calculé cela avec une métrique qui nous explique les différences entre les distances et nous permet de synchroniser les horloges. Mais on doit calculer des dérivés et calculer ces tenseurs. Donc, il y a beaucoup de mathématiques qui se cachent derrière cette équation. Le tenseur de stress nous explique où se trouvent les masses et où se trouve l'énergie et comment les masses sont en train de se déplacer. Donc, il y a l'énergie cinétique, la densité, et tout cela se cache derrière ces chiffres. Donc, si nous explique comment l'espace-temps se courbe et la courbure dit à la masse comment se déplacer. Alors, si on veut rajouter les ondes gravitationnelles, eh bien, on va s'intéresser à des régions éloignées des masses qui sont en train de se déplacer. Ça sera 0 parce que les masses sont très éloignées. Et donc, les masses sont à 0. Donc, ça, c'est égal à 0. Et en électromagnétisme, c'est une question de vague et c'est une équation non linéaire extrêmement compliquée. Mais si on part du principe que la métrique, c'est cette métrique plate dont on parlait, ce carré vert avec les horloges synchronisées, plus une petite perturbation, à ce que nous obtenons une équation de l'onde pour cette petite perturbation. Et la solution à cette équation de l'onde, c'est une onde de transfert qui se déplace dans cette direction. Donc, les distances vont changer, les temps vont changer. Il y aura un cercle avec toutes les distances qui sont les mêmes, avec une conversion vers l'ellipse et une direction orthogonale, de polarisation. Et si vous rajoutez une masse à cela pour voir comment les ondes gravitationnelles sont produites, eh bien, vous pouvez faire des approximations
Et donc, l'amplitude de l'onde gravitationnelle est proportionnelle au changement du temps de quelque chose comme le tenseur d'inertie, la partie non symétrique du système, la partie non sphérique du système, multipliée par cette constante de la théorie divisée par la distance par rapport à la source. Et ça, c'est une formule très malheureuse. Einstein a publié sa théorie en 1915 et en 1916, il a publié un article qui comprenait un certain nombre d'erreurs qu'il a commises, mais il a commis d'autres erreurs en 1918. Mais cette formule existait déjà et il a ajouté des chiffres dans cette formule et a décidé que ces chiffres rendaient ces effets négligeables et que c'était tellement petit que ce n'était pas la peine d'en s'en occuper. Et les trous noirs que je vous ai montrés, qui étaient en train de danser le tango, ça, c'était les premières indications que nous avons découvertes. Ce sont des trous noirs avec des masses équivalentes à 30 soleils qui se déplaçaient à la moitié de la vitesse de la lumière quand ils ont fusionné. Ils étaient assez éloignés, mais pas si éloignés que cela en termes astronomiques. Ils étaient à 1 milliard d'années-lumière et cette quantité est 10 à la puissance moins 21. Donc, ce ne sont pas des unités, c'est un ratio de longueur divisé par la longueur. Ça nous explique la différence de distance ici comparée à l'autre. Et c'est ce qu'expliquait Francesco. Donc, ce 10 à la puissance moins 21, si vous voulez mesurer ce changement de la distance de la Terre ou du Soleil à Proxima, eh bien, vous devez faire cette mesure à une précision d'une épaisseur de cheveux. Ça paraît impossible. Mais en mathématiques, ça n'est pas impossible. On peut dessiner plein de choses. Vous pouvez dessiner la gravitation avant que les étoiles ne fusionnent. Ça ressemble à une sinusoïde dont l'amplitude s'accroît. Puis ensuite, il y a aussi le déclin après la fusion. Et l'onde ressemble à cela. Et au milieu, on ne sait pas très bien, ou on ne savait pas très bien à quoi cela ressemblait. Et moi, je me souviens parce que ça fait un certain nombre d'années de cela, il y a 20 ans, même il y a encore 10 ans, il semblait y avoir une course entre les gens qui utilisaient des superordinateurs pour essayer de simuler cette fusion et nous qui utilisions les instruments, qui construisions les instruments pour essayer de l'observer. Qui allait l'emporter? Qui allait simuler en premier ou observer en premier? Eh bien, ça nous a pris beaucoup de temps, en tout état de cause, pour simuler et calculer ces ondes. Voici une simulation qui a été réalisée aux alentours de 2005 seulement, donc assez récente, pour montrer la courbure de l'espace-temps à proximité de ces deux trous noirs au moment où ils se rapprochent et qui produisent ces ondes gravitationnelles. Ces ondes gravitationnelles, ce sont des changements de distance près de la Terre. Donc c'est une oscillation. Et lorsque les étoiles ou les trous noirs se rapprochent à ces 100 millisecondes avant la fusion, on commence à voir des grandes amplitudes, des fréquences plus grandes. Et là, c'est la simulation qui se ralentit, les trous noirs fusionnent, et puis tout d'un coup, il y a un horizon unique. Ici, c'est vraiment n'importe quoi au milieu, mais ici, ça semble très simple. C'est un peu décevant d'ailleurs. C'est un peu trop simple pour être vrai. Évidemment, ça voulait dire pour nous que nous avions des choses plus simples à rechercher ou à observer. Mais la question demeurait, comment mesurer tout cela ? Dans les années 70, Ray Wise et d'autres, ça n'était pas le seul, mais c'est le premier qui a pensé à mesurer les changements en question avec des interféromètres, en calculant le bruit qui pourrait exister. Des rayons laser, ça c'est le laser qui est une onde de lumière, qui rebondit ici dans des miroirs à l'extrémité. Et lorsque les deux ondes reviennent et sortent de l'interféromètre, ces deux distances s'annulent lorsque les deux distances sont les mêmes. Mais si les deux distances en question changent en raison des ondes gravitationnelles qui passent à travers, alors il n'y a pas annulation des deux ondes. Et donc si nous mettons un photodiomètre ici et que nous mesurons la lumière, on
peut constater la différence entre les deux angles. Il y a plus de lumière, moins de lumière, et donc des variations que l'on peut mesurer. Mais évidemment, on parle ici de mesure d'une partie de 10 puissance moins 21. Donc dans les années 70, c'est là que Ray Wise et d'autres ont commencé à faire des calculs mathématiques et se demander: est-ce qu'il est possible de réaliser des interféromètres suffisamment sensibles? Est-ce que l'on peut faire en sorte que les miroirs à l'extrémité soient appropriés? Évidemment, il faudrait les suspendre dans un vide, par exemple. De quelle manière construire les lasers, etc. Faire toute une série d'opérations pour aboutir à ces instruments. Mais quelle devait être la longueur pour que la distance que l'on mesure soit mesurable? Et tous... Kip Thorne à Incantec et lui-même avaient organisé à l'époque un certain nombre d'expériences à Incantec et autres, et ils ont réussi à convaincre la Fondation nationale de la science aux États-Unis de construire deux observatoires. Le premier, mon favori, à Livingston en Louisiane, c'est très près de là où je vis, et l'autre qui se trouve à Hanford dans l'État de Washington, au milieu du désert. Donc un dans la forêt, l'autre dans le désert. Ces deux équipements présentent des bras de 4 km de taille de chaque. Donc 4 km de vide. Le laser circule sur 4 km et revient au bout de son voyage. Et vous mesurez quelque chose qui représente une partie de 10 puissance moins 21 de cela. Ça semble impossible. Mais ça semblait possible aux scientifiques qui ont commencé à y travailler. Dans les années 90... je commençais tout juste mon doctorat, mais ça n'était pas quelque chose qui se passait seulement aux États-Unis, ça se passait un petit peu partout dans le monde. Ici, en Europe, il y avait deux projets européens, un projet franco-italien qui s'appelait Virgo et un projet germano-anglais qui s'appelait Giro, qui... J'ai réalisé un interféromètre de 600 mètres de long. Virgo en a construit un de 3 km de long à Pise. Tout ceci se passait en même temps dans les années 90. Ces détecteurs, ces observateurs, il faut bien se rendre compte, sont assez volumineux et il leur faut à peu près 10 ans pour être construits, 10 ans pour que ça fonctionne. Donc il faut attendre 20 ans avant d'un résultat. Or, nous voulions mesurer, je vous le rappelle, des particules plus petites que 10 puissance moins 21. Si vous multipliez par ça 3 ou 4 km, vous obtenez 10 puissance 18, moins 18 mètres. Donc je projette le film, ça c'est un atome, 10 puissance moins 12. Si vous allez encore 1000 fois plus profondément, vous voyez le proton, le noyau, 10 puissance moins 18 mètres. Et ça, c'est une partie d'un millier de diamètre de proton. Et ça, c'est précisément ce que l'on voulait mesurer. On voulait mesurer des parties d'un millième de diamètre de proton sur 4 km de distance. Les gens pensaient évidemment que c'était impossible, jusqu'à ce qu'on le fasse. Et cela a été fait dans les années 2000. En 2005, on a réussi à obtenir un bruit dans le détecteur ayant une amplitude de à peu près 10 puissance moins 21. C'est comme ça que l'on a décrit le bruit. Lorsque vous pensez au signal du détecteur, on pense, nous, à des séries de temps. Nous pensons aux fréquences. À quelle fréquence a-t-on quelle amplitude? Voilà ce que montre ce diagramme. Il montre quelle est la quantité de bruit que l'on a à la sortie de l'interféromètre en fonction de la fréquence. Ça, c'est la tension qui modifie la distance, les 4 km. Vous voyez que le bruit est plus important à faible fréquence et il augmente à nouveau à fréquence élevée. Ça, c'est ce qu'on appelle le bassin, en quelque sorte. C'est l'endroit où la sensibilité est la meilleure. Ce qui limite notre sensibilité, c'est le fait qu'à des faibles fréquences, c'est le sol qui bouge, les miroirs qui sont suspendus dans des pendeloques. Donc c'est le mouvement sismique des miroirs. Ça, c'est notre limite. Ça, c'est le spectre que nous avons obtenu en 2010. À des fréquences élevées, ce qui nous gêne, c'est le bruit quantique dans la lumière.
c'est le fait que la lumière, même si on la représente très souvent en ondes, est en réalité faite de photons et que nous comptons les photons lorsque mesurons la lumière dans les détecteurs d'interféromètre. Or, on ne peut pas mesurer un nombre exact de photons parce qu'il y a des fluctuations quantiques dans la lumière. Et ça, c'est le bruit quantique, ou bien si vous connaissez un peu l'électronique, le bruit court que l'on mesure dans le photodétecteur. Au milieu, on est limité par le mouvement brownien. Les miroirs sont faits d'atomes. Ces atomes, à une température finie, bougent et se déplacent, et parfois un peu plus qu'à 10 puissance moins 21 mètres. Mais nous réalisons des moyennes sur un grand nombre d'atomes pour pouvoir mesurer les choses, mais il reste des limites néanmoins. Ça, c'est la limite du mouvement brownien. Donc ça, c'est le spectre que nous avions en 2010. On prélevait des données déjà depuis un certain nombre d'années à l'époque. Avec ce bruit-là, on était sensible à la fusion des étoiles à neutrons, des systèmes d'étoiles à neutrons binaires, jusqu'à peu près à l'amas de la Vierge. C'est assez impressionnant. C'était quand même en 2010. Les paires d'étoiles à neutrons devraient fusionner dans l'amas de la Vierge à peu près une fois tous les 50 ans. C'est ce qu'on estimait. Donc, on a été surpris, ou alors, légèrement surpris de voir que ça ne se produisait pas, qu'on n'observait rien. Mais on pensait qu'il fallait réaliser ce projet en 2 temps. Dans un premier temps, être capable de construire le détecteur, capable de détecter un bruit de 10 puissance moins 21, et ensuite, dans un deuxième temps, en améliorant la technologie, être en mesure de réaliser une meilleure isolation sismique pour déplacer cette limite vers le bas, maîtriser le mouvement brownien pour dissiper ce bruit-là, réduire le bruit quantique pour dissiper ce bruit-là. Et à ce moment-là, on était convaincu qu'on pourrait voir jusqu'à des distances de 200 millions par sec. Et avec ce volume qui est 10 fois plus important, la gamme serait 1000 fois plus importante et on devrait donc normalement voir plusieurs signaux. Ça, c'était le pari que l'on avait fait à l'époque. Mais regardez l'échelle de temps. On avait commencé vers 1980, ça c'était 30 ans plus tard, et c'est là que l'on a approuvé Advanced LIGO. On a commencé à le construire dans les années 2010, on a commencé à mettre en service les diverses parties, on a commencé à construire et à réaliser des premières expériences en 2013. En 2014, la lumière a commencé à circuler, et en 2015, c'est là que tout le monde en a parlé. On a obtenu une sensibilité qui n'était pas de 200 mégaparsec, mais seulement à peu près 60 ou 70 mégaparsec. Mais je vais vous parler de l'expérience. C'est la partie principale et plus intéressante. Je suis vraiment désolé de n'avoir que quelques photos à vous montrer. Mais si vous me le demandez, je pourrais vous en parler pendant des heures. Voilà ce que je vous ai déjà montré. C'est donc l'instrument que nous avons utilisé pour nos expériences. Mais je vous ai dit que nous avions besoin de cette lumière dans le vide. Ce sont des systèmes à vide, à ultra vide, 10 puissance moins 9 atmosphères, qui utilisent des faisceaux dans des tubes à vide d'un 1,5 mètre de diamètre. C'est un système à vide gigantesque. C'est le plus grand système à vide du monde. Sauf si vous comptez tous les détecteurs ensemble. Il faut protéger cela non seulement des éléments, de la pluie, du vent, mais aussi il faut les protéger de l'incendie. 2 incendies avaient été enregistrés à Hanford, l'observatoire de Hanford. Il faut les protéger contre les ouragans. Il y avait des ouragans violents qui sillonnaient la Louisiane. Il fallait les protéger aussi contre des accidents de voiture. Ça s'est produit à Hanford. D'animaux qui se rapprochent. C'était le cas à Louisiane. Des tirs de balles. Ça, on l'a vu aussi. Ça, ce sont tous les
tous les travaux de génie civil. Les miroirs eux-mêmes, je l'ai dit, sont suspendus. Ils doivent être suspendus parce que peut-être avez-vous joué avec cela un jour, un yo-yo. Vous vous souvenez du yo-yo? Si vous déplacez le point de suspension lentement, le yo-yo accompagne ce mouvement. Il y a une fréquence, la fréquence de résonance, qui est telle que si vous trouvez cette fréquence spéciale, le yo-yo commence à se balancer. Vous amplifiez à ce moment-là le mouvement. Mais si vous déplacez le point de suspension plus vite que cela, alors le yo-yo se déplace de moins en moins. Donc, vous isolez le système. Le système du yo-yo se déplace moins que le point de suspension à ce genre de fréquence. Et c'est la raison pour laquelle le bruit sismique est plus important à petite fréquence et plus petit à grande fréquence. Comment faire? Dans le premier LIGO, nous l'avons fait avec simplement une pendeloque. Dans le LIGO avancé, nous avons utilisé ce miroir qui était suspendu à des fibres de verre, à un autre miroir qui lui-même était suspendu à des lames qui elles-mêmes étaient suspendues à d'autres lames. Tout ceci était suspendu à un système d'isolation sismique présentant des couches de métal. Et nous mesurons la distance relative entre ces diverses couches pour annuler les effets, les effets sismiques. Et tout ceci est disposé sur des actuateurs hydrauliques qui sont là pour annuler les mouvements de la Terre si nécessaire. Et parfois, on en a besoin. Donc ça, c'est un quadruple pendule qui est suspendu dans un système en isolation. Puis, il faut tout placer tout cela dans une chambre à vide. Et ça, c'est très embêtant parce qu'une fois que vous l'avez mis dedans, il faut que ça marche. Et si ça ne marche pas, il faut tout sortir et tout démonter et puis redémonter, remonter, le mettre à l'intérieur et ça prend énormément de temps. Le laser que nous avons utilisé pour cela est un laser à grande puissance. Nous voulons utiliser 10 fois plus de puissance que nous l'avions utilisé au début. On ne l'a pas encore fait, mais on va le faire. Ensuite, c'est un système Michelson double. Je vous épargne le titre exact. C'est un interféromètre extrêmement compliqué. Voilà les miroirs à l'extrémité de cette bande de 4 km, mais nous avons également disposé des miroirs un peu au milieu pour que la lumière se déplace dans les deux sens quelques centaines de fois, ce qui accroît la sensibilité. Comme je l'ai déjà dit, nous avons fait en sorte que la lumière qui sorte de l'interféromètre présente cette interférence stratifiée. Donc, on ne perd rien. On met un autre miroir ici pour que la lumière aille d'avant et d'arrière. Et c'est ce qu'on appelle le recyclage de la puissance. Et ensuite, on met un autre miroir ici que l'on appelle le miroir de recyclage du signal. Donc, en d'autres termes, c'est un système et une topologie optique extrêmement compliquée qui nécessite des systèmes d'ingénierie extrêmement complexes. Parce que pour que cela fonctionne, il faut que vous ayez ces miroirs à exactement les bonnes distances les uns des autres pour que la lumière aille de l'un à l'autre et y revienne par elle-même, sans interférence. Et cela ne se produit que si les miroirs sont disposés à la bonne distance de la longueur d'onde requise. Ils font donc déplacer les miroirs constamment. Il nous faut des milliers de boucles de contrôle de feedback pour que cela fonctionne correctement. Donc, nous sommes en 2015 dans mon histoire. Nous travaillons à une sensibilité de 60 mégaparsecs, à peu près 80 les bons jours à Hanford. Mais ça n'était pas l'objectif à l'époque. Nous voulions atteindre 200 mégaparsecs. Mais nous avions des plans avec Virgo, parce qu'on collabore avec Virgo. Virgo connaissait un processus tout à fait similaire avec un détecteur Virgo de vibration, avec une sensibilité identique, puis ensuite Virgo avancé qui a été créé, qui était en train de se développer à l'époque une année plus tard, donc avec une année de retard par rapport à nous, mais en fait tout le monde travaillait ensemble sur la recherche des mêmes données. Donc on était en 2015 et on avait déjà envisagé que d'ici 2015 on voulait commencer à collecter des données pendant quelques mois, que probablement on ne verrait rien, mais que ce serait une bonne occasion de pratiquer, d'analyser les données, de voir comment les détecteurs fonctionnaient, éventuellement de les réparer et d'aboutir peu à peu à 200 mégaparsecs. Or, vous le savez sans doute, tous, le 14 septembre 2015, la nature nous a surpris. Nous nous préparions à enregistrer des données
À l'époque, nous en étions dans une série d'exploitations d'ingénierie, c'est-à-dire nous à collecter des données autant qu'on pouvait, mais tout en continuant des tests. Or, nous avons vu ceci. Je sais que ça ne veut probablement pas dire grand-chose pour vous, en tout cas pas autant que pour moi, mais moi je porte même cela sur moi. Vous voyez bien à quel point ça m'a impressionné et ça me fait encore pleurer aujourd'hui. C'est une série temporelle, en fait 2 séries temporelles, une superposée à l'autre. En bleu, la série temporelle dans LIGO à Livingston. Donc ça, c'est le signal venant des détecteurs avec très peu d'enlèvement du bruit. Voilà le détecteur. Et puis tout d'un coup, on voit que cela indique une onde qui connaît une amplitude de plus en plus forte et puis ensuite qui disparaît. C'est exactement ce que les gens avaient prédit dans le cas de trous noirs. Évidemment, les détecteurs produisent beaucoup de bruit. Donc, comment pouvions-nous être sûrs que c'était ce que nous recherchions? Eh bien, à Hanford, on a vu sur le photodétecteur qui était à 300 km de distance exactement le même signal. Il suffisait simplement de le déplacer de 7 millisecondes. En d'autres termes, nous avions observé 2 signaux dans 2 photodétecteurs à 3000 km l'un de l'autre qui avaient détecté des ondes gravitationnelles de grande amplitude. Regardez ça, 10 puissance moins 21. Mais sur une période extrêmement courte, un dixième de seconde seulement. Cela devait donc avoir été produit par des trous noirs énormes. Nous n'en avons pas cru nos oreilles. Il nous a fallu des mois pour nous convaincre nous-mêmes que c'était bien ce que nous avions découvert. Et on a fait beaucoup d'analyses extrêmement complexes. On n'a pas regardé ça à l'œil nu en disant « Ah, bien, tiens, voilà une onde gravitationnelle ». Non, non, on a dû faire en fait beaucoup de recherches et d'analyses. Mais ça nous a apporté beaucoup de plaisir aussi. Par exemple, on a pu réaliser de la musique, si vous voulez, sur cette base. C'est un petit peu difficile à entendre au début, donc on a augmenté ça à 100 Hz. Très difficile à entendre, mais je vais vous le faire entendre à nouveau. Comme vous le voyez, nous nous occupons pas seulement de danse, mais aussi de musique. This is a time frequency. Ça, c'est le diagramme de fréquence de temps et je vais vous le remontrer. Voilà notre découverte. Je ne pouvais pas m'empêcher non plus de vous parler d'un certain nombre de coïncidences de dates. Coïncidence de date le 14 septembre 2015. C'est impossible de l'avoir planifié comme cela, mais vous le savez peut-être, la théorie de la relativité d'Einstein a été publiée par Einstein à Berne, en Suisse, et on a transformé la maison d'Einstein en un musée. Ce musée a été baptisé par la société physique américaine et européenne comme site historique, et la dédication a eu lieu le 14 septembre 2015. Au moment où la plaque correspondance a été mise sur la maison d'Einstein, eh bien, nous découvrions les ondes gravitationnelles. Incroyable. Le 11 février 2016, ça nous a pris quelques mois, comme je disais, pour être sûr que nous avions vraiment trouvé quelque chose que nous pouvions faire la première publication. On a enfin pu dire, nous y sommes arrivés. On a tenu une conférence de presse à Washington. Ray Wise, Kip Thorne sont là, Franz Cordebird, directrice de la Fondation nationale de la science, était à la tête de cette conférence de presse. J'étais là parce que j'étais à l'époque la porte-parole de la collaboration scientifique LIGO. Ray reste encore le directeur exécutif du laboratoire LIGO. Et ce matin, j'ai appris que la personne qui était là était en fait notre maître de cérémonie, Olivier, qui était donc présent en tant que journaliste à cette conférence de presse. Alors, pour cette coïncidence de date, je peux vous dire que le 11 février 2016, c'est aussi le jour où on célébrait pour la première fois la Journée internationale de la femme et de la jeune fille dans la science, déclarée à l'initiative de l'UNESCO. Je trouve que c'est une excellente coïncidence, non seulement à cause de cette date, mais aussi parce que
Il se trouve que sur les 5 scientifiques qui étaient présentes à la conférence de presse ce jour-là, il y avait 2 femmes et une qui était présidente de la conférence de presse. Donc, excellente manière, je crois, de commencer à célébrer, à fêter. Donc, on célèbre le 14 septembre, un petit peu plus que le 11 février, mais quand même. Alors, le prix Nobel a été accordé à Kip Thorne et Barry Barish et Ray Wise en 2017. Le troisième homme était directeur de LIGO pendant de nombreuses années. Nous nous sommes félicités de constater que dans le communiqué presse de l'Académie suédoise Nobel, les affiliations ne sont pas Caltech et MIT, mais LIGO-Virgo, la collaboration LIGO-Virgo, parce que c'est vraiment le travail d'équipe qui a été à l'origine de ce résultat. Alors, qu'est-ce que c'est que cette collaboration? Elle rassemble un grand nombre d'institutions. LIGO a 100 institutions différentes dans 20 pays différents qui collaborent à cette initiative. Qui sont toutes ces personnes? Eh bien, peut-être pensez-vous à Einstein. Il n'était pas membre de la collaboration, mais enfin, c'est le genre de physicien que l'on pense y trouver. Joe Weber, peut-être, le premier dans les années 60 qui a commencé à réfléchir à la possibilité de mesurer les ondes gravitationnelles. Mais enfin, il était mort, donc il ne pouvait pas faire partie de la collaboration. Mais enfin, c'est le genre d'individu que l'on s'imagine volontiers participer à cette collaboration. Ray Wise, Kip Thorne, mes 2 mentors. Mais en fait, c'est beaucoup plus diversifié que cela. Voilà une petite fraction du nombre de gens qui étaient présents à la conférence du 11 février. Ça, ce sont des photos de groupes qui travaillent à Livingston, à Hanford, au MIT, à Caltech. Mais même là, vous voyez beaucoup de couleurs. Tout le monde n'a pas les cheveux gris. Tout le monde n'a pas 50 ans et plus. Nous avons bel et bien parmi nos équipes des jeunes. Si vous regardez tous les groupes en particulier, surtout le mien, le 11 février, regardez, ce sont des jeunes. Voilà ceux qui sont les physiciens qui ont fait ces expériences. Pensez à eux. Ayez ces images-là présentes à l'esprit lorsque vous pensez à des physiciens. Bien, alors revenons à la science. Ça, c'était les autres questions évoquées dans mon titre. Revenons à la science. Je vous ai parlé de ce qui s'est passé le 14 septembre 2015, la mesure des ondes gravitationnelles, puis ensuite l'analyse de ces données avant la publication. Nous avions eu des indices dans ce sens-là jusque-là, mais pas plus. En décembre 2015, nous avons vu un autre signal plus petit, où on ne voit pas la série temporelle aussi clairement que ce que je vous ai montré. On ne peut le voir que si on fait des analyses extrêmement sophistiquées, mais ça a été déduit par... Ça vient probablement de 2 plus petits trous noirs à des distances plus proches, mais plus petits donc de masse, ce qui signifie que le signal a été plus faible. Et donc nous avions déjà en quelques mois 2 événements à analyser. En 2016, nous avons amélioré la sensibilité de nos détecteurs. Nous avons réalisé une série d'exploitations dans notre détecteur à 100 mégaparsec. Virgo n'était toujours pas prêt à fonctionner, mais nous attendions que cela puisse se faire. Donc nous collections des données pendant ce temps-là, dans toute l'année 2016. Le 4 janvier, nous avons vu notre 3e trou noir. Le 8 juin, nous en avons vu un autre. Et à ce rythme-là, nous avons commencé à nous fatiguer des trous noirs, parce qu'il faut quand même prendre beaucoup de temps pour faire les calculs, les vérifications, etc. Or, en fin de compte, tout ça se ressemble beaucoup. Nous attendions en réalité que Virgo nous rejoigne. Et Virgo nous a rejoint le 1er août. Nous voulions que nos détecteurs s'arrêtent fin août. Donc, on s'est dit, ça va être très utile de prendre des données ensemble pendant au moins une petite période. Et le 14 août, nous avons vu une autre fusion de trous noirs, mais cette fois-ci à l'aide de 3 détecteurs différents. Or, ça c'est très important, parce qu'avec 3 détecteurs, on peut trianguler les résultats. Et si vous les triangulez, vous vous rendez compte que tous nos amis astronomes qui ont des télescopes dans le monde et tous les satellites de l'espace peuvent regarder au bon endroit. Auparavant, lorsque nous avions d'autres données détectées, on pouvait simplement dire aux astronomes « il y a des trous noirs, mais quelque part dans l'espace ». Et c'est ce que les astronomes ont fait. Ils ont essayé de les chercher, mais ils nous ont dit « on voit rien ». Évidemment, c'était des trous noirs, et puis il y avait un espace considérable à sillonner, et on ne pouvait rien en conclure. Or, avec ce trou noir-là,
du 14 août, on avait réussi à déterminer que l'endroit du ciel où il fallait regarder était très petit. On n'a toujours pas pu l'observer à l'œil nu, mais ça devient beaucoup plus intéressant. Il nous manquait encore quelques jours avant la clôture. Nous sommes dit maintenant, nous faisions au moins de l'astronomie des trous noirs. Nous avons commencé à calculer les masses des trous noirs, des 5 systèmes et demi que nous avions découverts dans l'intervalle. Voilà ce que nous savions des trous noirs auparavant sur la base de l'astronomie à rayons X. On ne peut pas voir les trous noirs, mais si le trou noir est suffisamment proche d'une étoile, l'autre étoile va se déplacer autour de ce trou noir et cette étoile émettra, elle, de la lumière. Et la matière qui tombe à l'intérieur du trou noir va y tomber très rapidement et émettra des rayons X. Donc le trou noir lui-même n'émet rien, mais les étoiles qui sont à proximité nous aident à voir tous ces phénomènes. Ce sont les trous noirs observés aux rayons X. Et ces trous noirs ont des masses bien moins élevées que nos autres trous noirs observés par notre interféromètre. On ne sait pas pourquoi, les astronomes sont en train de se poser la question. Mais en tout cas, tout ceci, c'est formidable parce que maintenant, nous avons des questions, nous avons des observations et nous avons des recherches scientifiques à faire. Ça, c'était le 14 août. Le 17 août, nous avons enregistré une énorme surprise. Le 17 août, en effet, nous avons vu une autre onde gravitationnelle, mais cette fois-ci beaucoup plus longue, ce qui signifiait que les masses étaient beaucoup plus petites, les masses en jeu. Et non seulement cela, mais en plus, elles étaient très proches dans le temps, moins de 2 secondes, des ondes gamma qui étaient détectées par le premier satellite Fermi et par le satellite Intégral, qui était en train de surveiller l'espace et avait observé des ondes gamma relativement faibles, mais très proches dans le temps. D'ailleurs, je signale que le centre de données pour Intégral et les autres missions spatiales se trouve ici, à Genève. Donc, vous avez des raisons d'être fiers. Ce résultat-là était donc surprenant, parce que cela voulait dire que si ces masses étaient si petites, elles n'étaient probablement pas des trous noirs, mais des étoiles à neutrons. Et si c'était des étoiles à neutrons, alors elles produiraient des rayons électromagnétiques. En fait, la fusion d'étoiles à neutrons était considérée comme étant l'origine des petites poussées de rayons gamma. On s'est dit, si on voit cela, c'est peut-être parce qu'on voit cela avec un décalage dans l'axe et il faut faire une collimation. C'est la première fois que maintenant, la première chose qu'il faut vous présenter, c'est le son. Voilà à quoi ça ressemble. It's a long gravitational. Donc c'est une onde gravitationnelle noire. But now Mais maintenant, we have 2 instruments in the orchestra. Now it's not just gravitational waves. But now, because we had 3 detectors, then we could point and we could tell people, go and look there. And they did. And in that region, which was our localization, there were quite a few galaxies. And because we had a distance, and they said, well, we are going to concentrate in these galaxies that are at about the same distance. And in one of those galaxies, they saw a bright spot that night. And that bright spot became dimmer and redder. And then from the same point noir et ce point brillant est devenu de plus en plus brillant. On a vu donc l'infrarouge, l'ultraviolet et les ondes radio ont été émises 10 jours plus tard. Donc c'était tous des indices qu'il y avait eu ce phénomène et on avait beaucoup d'informations à récupérer, à utiliser. Donc, c'est un film. Vous voyez, ce sont les 2 étoiles neutrons. And then the gamma ray burst that we see at an angle, and then this isotropic burst, electromagnetic waves, and this is a shock wave, and this is the wave on the X-rays. This has been Ça a été l'un des phénomènes les plus observés en astronomie. C'est vraiment époustouflant. Donc, les années suivantes, on est là, on travaille sur nos détecteurs, on va reprendre des données
avec les deux détecteurs LIGO-Virgo. On va reprendre toutes les données des détecteurs en février l'année prochaine. Ça fera 1 an de récolte de données. On n'aura pas encore obtenu tout ce qu'on aura souhaité. Donc, on va continuer. Kagra, le détecteur japonais, va se joindre à notre groupe. Donc, on aura un réseau de détecteurs. On en est vraiment au premier balbutiement de l'aventure. Donc, dans quelques mois après avoir commencé à observer la Lune, Galilée a découvert d'autres étoiles et le mouvement des planètes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Donc, ce n'est pas la seule façon d'observer les ondes gravitationnelles selon leur source, ont des longueurs d'onde différentes avec des notes différentes de musique. Et pour cela, vous avez besoin d'instruments différents. Donc, pour les ondes gravitationnelles émises par des trous noirs massifs, vous avez besoin d'un détecteur spatial. Pour les ondes gravitationnelles émises de trous noirs encore plus importants, vous pouvez utiliser des détecteurs encore plus puissants. Si vous voulez vous pencher sur les tout débuts de l'univers, c'est plus compliqué, mais les scientifiques continuent à s'intéresser là en étudiant la polarisation des toiles de fond des rayons cosmiques. Et c'est des projets très intéressants que l'on a développés au début des années 70, un petit peu comme les projets LIGO, mais ça a pris davantage de temps parce que ça coûte plus cher et l'Agence spatiale européenne l'a approuvé ce projet il y a quelques années de cela, un projet avec 3 satellites à des millions de kilomètres les uns des autres, avec un système qui tourne autour du Soleil, 20 degrés derrière la Terre, et le spectre de bruit ne sera pas très différent de celui de LIGO, avec des fréquences élevées, basses, et le panneau de contrôle est à 10 à la puissance moins 2, donc c'est hertzien, donc c'est une fréquence beaucoup plus basse, et nous pourrons étudier ces trous noirs énormes au centre des galaxies, les fusions des galaxies, des petits trous noirs, petites étoiles qui tombent dans les trous noirs, des nains blancs dans nos galaxies. Ce sera extraordinaire, toutes les données que nous allons recueillir avec des amplitudes énormes. Donc, on attend avec beaucoup d'impatience cette date de lancement en 2034. On a tous à faire preuve de patience, mais on sait que ça va se faire parce qu'en 2015, une mission test a été lancée. On a récupéré les résultats l'année dernière, des résultats extraordinaires. La mission avait les mêmes cubes que l'on retrouve dans les satellites LISA, mais au lieu de se trouver à des millions de kilomètres, il n'était qu'à 10 cm de distance, enfin un peu plus, mais enfin c'était à peu près cette distance-là, mais avec la même technologie pour mesurer la distance et pour déplacer les satellites, et on a eu la sensibilité dont on avait besoin. Donc, nous avons appelé cet endroit le plus tranquille de l'espace. On ne parle plus d'univers, on parle d'espace, parce que de toute façon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ce n'est pas la fin, c'est vraiment les débuts de l'astronomie des ondes gravitationnelles. Donc, il faudra continuer à vous intéresser à ce sujet parce que je peux vous assurer qu'il y aura de plus en plus de résultats intéressants, passionnants dans les années à venir. Merci de votre attention. Well, thank you very much, Gabriela, for this. Merci Gabriela de cette présentation vraiment spectaculaire. L'heure est venue questions. Vous allez poser vos questions en français et en anglais, que ce soit en direct dans les micros ou alors par Twitter. Le hashtag, c'est ColloqueWrite. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur Twitter et on les répétera à la
sur le plateau. Donc, on a encore deux invités. Claudia Durham qui va se joindre à Gabriela, ainsi qu'Andrew Strominger. So maybe I'll start with... Donc, je vais commencer par vous poser une question très simple. Notre invité de demain, comment avez-vous réagi lorsque vous avez entendu dire que les prédictions d'Einstein s'avéraient exactes? Malheureusement, nous n'entendons pas l'orateur. Excuse me. No, well, Is it? Try again. Is it on? Can maybe someone bring us a microphone? One of the two. do you have Try one? again. Oh, no, that's... There's a light on now. Try again, Andrew. Hello? Okay. So again, the Donc, je répète la question. Eh bien, écoutez, merci. Merci de cette très belle présentation, Gabriela. Ça m'a beaucoup plu. Il y avait un petit problème quand même, à savoir que vous avez fait preuve d'extraordinaire modestie. Alors, c'est vrai qu'elle faisait partie d'une équipe, mais enfin, ce n'est pas une exagération de dire cela, parce que moi, vraiment, ce n'est pas un projet auquel j'ai participé, mais je peux dire que c'est vraiment la chose la plus passionnante qui se soit passée dans l'astronomie observationnelle depuis la découverte du télescope, ce qui remonte à pas mal de temps. Donc, c'est un petit peu comme si avant, on pouvait voir l'univers et maintenant on peut l'entendre, on peut l'écouter. Et il semblerait que les résultats, les nouvelles découvertes sont illimités. Je veux dire, c'est vraiment un moment incroyable dans l'histoire de la science. En tout cas, pour ce qui est de ma réaction personnelle, quand j'ai vu ces symboles, moi, ça m'a fait pleurer parce que j'ai passé toute ma vie à réfléchir au trou noir, à cet objet théorique abstrait qui a été découvert par Einstein et Schwarzschild il y a plus d'un siècle et on n'avait jamais pu les observer. On pouvait les imaginer d'une certaine façon indirecte, mais de voir en fait un signal qui proviennent de ces trous noirs, on n'y était pas arrivé et ça faisait pas mal d'années que LIGO fonctionnait. Gabriela, je sais parce que je lui ai parlé 6 mois avant qu'il ne voie le signal, est très optimiste. Elle était sûre qu'ils allaient voir quelque chose, mais ça aurait pu durer encore une centaine d'années avant d'avoir eu cette observation extraordinaire. Il n'y avait pas la moindre garantie qu'ils allaient réussir comme ils ont réussi. Mais de tout à coup avoir ces trous noirs qui visiblement sont les choses les plus étranges, les plus fascinantes de l'univers, de pouvoir les voir comme ça, dans des détails extraordinaires, c'était vraiment, pour moi, c'était extraordinaire, parce que toute ma vie, j'ai essayé de comprendre ces trous noirs, et pour moi, ça a été une expérience extraordinaire et je suis simplement très reconnaissant, pas simplement d'un point de vue scientifique, mais également d'un point de vue personnel. Je suis extrêmement reconnaissant à Gabriela et Claudia. Oui, j'ai beaucoup apprécié votre présentation et j'apprécie aussi la collaboration avec LIGO. Je ne pensais pas que ça allait se faire. Ça a vraiment changé la donne, la façon dont on fait de la science à l'heure actuelle. Ça a déjà changé ma carrière, ma façon de réfléchir à l'univers. Ça a vraiment changé la donne. Et
je ne savais pas, enfin je l'espérais, je l'appelais de mes voeux, mais je ne pensais pas que ça allait être aussi extraordinaire, aussi beau que cela. Et toute la collaboration avec LIGO, avec toute l'équipe, le fait de pouvoir voir ce signal, de constater la précision, la congruence parfaite entre le modèle et l'observation, c'est quand même extraordinaire. Et ça a été l'un des points forts après l'annonce qui montre bien qu'Einstein avait tout à fait raison. On avait l'impression que la détection, le but de la détection, c'était de prouver qu'Einstein avait raison, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Parce qu'on ne savait pas si ces ondes gravitationnelles existaient ou pas, si c'était quelque chose d'imaginaire. Mais le fait de détecter les ondes gravitationnelles, ça ne c'est pas vraiment de savoir si Einstein a raison ou tort, mais c'est le fait de pouvoir faire de la science. Et cela ouvre un nouveau chapitre. Il ne s'agit pas de clore le chapitre en disant « bon, Einstein avait raison et maintenant on passe à autre chose ». Non, ça ouvre des perspectives absolument extraordinaires, incroyables, parce que ça nous permet d'envisager toutes sortes d'autres découvertes. Et vous, alors, quand vous avez pu démontrer que Einstein avait raison, qu'est-ce que ça vous a fait? Eh bien, comme l'a dit Claudia, c'était pas tellement cela le but de l'exercice. Je crois que personne ne doutait vraiment qu'Einstein ait raison, on s'y attendait, mais on voulait mesurer ces signaux pour pouvoir entendre l'univers et faire l'astronomie, mais de façon différente. Et au début, on n'en croyait pas nos yeux. On s'est dit, mais c'est une plaisanterie. On a cru que quelqu'un avait simulé ces ondes et les avait entrées dans la base de données sans me dire la chose. Mais c'est ce que vous avez fait dans les années 2010. Vous ne l'avez pas dit dans votre présentation. Vous avez injecté des signaux pour voir comment l'équipe allait réagir, s'ils allaient pouvoir détecter la supercherie. On l'a fait plusieurs fois d'ailleurs, avec les premiers détecteurs LIGO, avec les données recueillies entre 2005 et 2010. On a fait des tests pilotes, puisqu'on avait cette vision. On allait faire ces tests pilotes. Et pendant ces tests pilotes, enfin, on n'avait pas assez de sensibilité avec ces détecteurs. Et alors, on s'est dit qu'on n'allait pas pouvoir détecter quoi que ce soit. Quand on a analysé ces résultats, on avait quand même ce préjugé que ce que l'on pouvait observer, ce n'était pas forcément des ondes gravitationnelles. Et on avait développé des moyens sophistiqués pour nier tout ce qui ressemblait à un signal détecté, parce qu'on avait très peur de souffrir d'un biais. Et alors, on s'est dit, bon, ben, on va pouvoir essayer de créer ces signaux. On va nommer une équipe d'injection. Il n'y avait que 4-5 personnes qui faisaient partie de cette équipe et ils allaient décider de la simulation qu'ils allaient injecter dans les données, quand ils vont le faire, où ils vont le faire, on ne le savait pas. Ils l'ont fait à plusieurs reprises. Il y a des livres qui ont été écrits à ce sujet. Des sociologues se sont penchés sur la question et on a beaucoup appris de ces tests. La première fois que ça s'est fait en 2007, je crois. Et nous avons raté une injection aussi puissante que celle-ci parce que nous étions tellement dans le déni. Et puis, dans les 2010, il y a eu une autre injection. Et on l'a vu et on s'est rendu compte qu'on n'avions pas tous les outils, les instruments pour estimer les paramètres du signal. Donc, il nous a fallu rapidement améliorer nos méthodes et nos outils et nos instruments. Donc, on était prêts pour faire ces stimulations, pour faire ces injections à l'aveugle, comme on le dit. Et les tests que l'on réalisait une semaine avant la découverte, eh bien, portaient sur les simulations. Et donc, quand ça s'est passé, tout le monde s'est dit, voilà, Gabriela a autorisé la supercherie, tu n'es pas censé le faire. Et puis, je leur ai dit, mais non, ce n'est pas vrai, je n'ai rien fait, personne ne me croyait. Donc, vous étiez incrédule. Je suis allée à cette conférence de presse avec Kip Thorne. C'est lui qui a participé à la réalisation du film
sur les trous noirs. Alors, je lui ai demandé s'il était excité par ces découvertes. Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu ni oui ni non. Il a dit non, je suis satisfait, je suis soulagé parce que nous avons passé des décennies pour obtenir des millions, des milliards de financement. Donc, il était soulagé. Il n'était pas vraiment excité. Il était soulagé. Vous avez ressenti ce soulagement? Oui, le 11 février, je me suis sentie soulagée parce que ça a pris des mois. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées au début de l'aventure. On a commencé à recueillir ces données, ces résultats, mais nous n'avions pas caractérisé le bruit du détecteur. On s'est dit peut-être que le détecteur a une nouvelle source de bruit. Il y a beaucoup de bruits dont on ne sait pas d'où ils viennent et ça ne se passe pas en même temps. Donc peut-être ce nouveau détecteur a des moyens de regarder les ondes gravitationnelles toutes les heures et nous n'avons pas recueilli assez de données pour nous y intéresser de plus près. Donc on s'est dit on va recueillir des données pendant au moins un mois pour avoir 15 jours de coïncidence. Et si au cours de l'analyse, nous ne détections pas ces coïncidences, eh bien nous décidions que c'était une bonne façon de procéder. Donc on a recueilli ces données pendant un mois. Il a fallu analyser ces données pendant 15 jours. Donc la tension montait. Vraiment, c'était vraiment très tendu. Oui, mais enfin, tout l'argent qui a été investi dans le projet a porté ses fruits. Andrew et Claudia, vous vous sentez reconnaissant à la société pour tout l'argent du contribuable qui vous est versé pour ensuite faire de la recherche. Et comment est-ce que vous manifestez cette reconnaissance en quelque sorte? En fait, au contraire, le budget LIGO est tout petit. Ça a été une expérience bon marché comparé à découverte, 800 millions à peu près. Et on peut comparer cette dépense à bien d'autres dépenses avec des ordres de grandeur, donc des projets qui ont coûté beaucoup plus et qui ont donné beaucoup moins de fruits. Donc les agences de financement, je ne pense pas qu'elles aient fait du bon travail parce qu'elles ne font pas la distinction entre ce qui est de bonne science et des moins bonnes sciences. Elles ont beaucoup traîné les pieds et Ray Wise a dû passer tellement de temps à essayer de lever des fonds alors qu'il aurait pu utiliser ce temps de façon beaucoup plus utile pour faire de la science. Ça n'encourage personne. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça se passe comme cela? Ou c'est peut-être propre aux États-Unis d'Amérique? Écoutez, je suis ni administrateur ni politique, mais visiblement, c'était quand même des découvertes scientifiques de la plus haute importance et je crois que les gens sur le terrain ont compris à quel point cela relevait de l'extraordinaire, mais les agences de financement ne suivaient pas, probablement parce que ça ne s'était jamais passé comme cela par le passé, ça ne s'était jamais produit et il n'y avait pas de sages dans le domaine qui connaissaient ce genre de découverte. Car maintenant, il y en a 2, 3, mais il n'y avait pas vraiment de lauréats des prix Nobel qui pouvaient faire leur demande aux représentants du Congrès. Donc, c'était un projet qui n'a pas été richement doté. Et moi, d'après moi, je pense, et je l'ai dit en public, il aurait dû être 5 à 6 fois mieux doté. On aurait eu des résultats il y a une dizaine d'années. On aurait bien plus avancé, on aurait avancé beaucoup plus vite. Et vous, Claudia, est-ce que vous vous sentez reconnaissante pour tout l'argent public qui vous est versé pour faire de la recherche? Écoutez, le financement, c'est quelque chose de très subjectif. Bien sûr, je suis reconnaissante à la société pour apprécier ce que nous faisons, mais je n'ai pas grand-chose à dire pour ce qui est du financement de ces projets. Mais je vois, les gens sont fascinés par
ces expériences, par ces résultats extraordinaires. Donc effectivement, je suis reconnaissante et je vous remercie d'être là. Avant de généraliser la discussion, je vous rappelle la semaine dernière qu'il y a eu un article dans le New Scientist rédigé par un scientifique danois que votre travail, le travail de LIGO, c'était une supercherie et que les ondes gravitationnelles relevaient de la supercherie. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? De quoi s'agit-il? Alors, on avait décidé cela même avant la découverte, c'est-à-dire chaque fois qu'il y aurait une détection, on allait non seulement publier des articles, mais également rendre publiques les données. Donc, 1 heure de données des détecteurs pour que les gens puissent reproduire ce que nous avions réalisé. Alors, les analyses statistiques que nous faisons pour reproduire la fréquence de cet événement qui pourrait se produire fortuitement, évidemment, on ne pouvait pas donner toutes ces données, mais on a suffisamment mis en ligne des données pour que les gens puissent analyser les résultats. Alors, ça représente une somme de travail pour publier ces données parce qu'elles doivent être bien documentées, calibrées, il faut faire les visualisations, etc. Donc, on a des gens dans notre équipe qui ne font que cela et nous avons décidé que c'était très important de partager ces informations avec la communauté scientifique parce qu'on voulait que les gens voient ce que nous voyions. Alors, il y a eu quelques groupes, y compris le groupe danois dirigé par Andrew Jackson, qui ont dit, mais dans les chiffres que vous avez publiés, si vous soustrayez la simulation de cette onde gravitationnelle que vous avez vue, eh bien, il n'y a pas vraiment de corrélation des données dans vos 2 détecteurs, donc vous en faites une corrélation du bruit. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme cela que nous faisons l'analyse. On a fait l'analyse de façon statistique, mais si vous avez effectivement des résidus corrélés, mais il y a eu d'autres détections et cette discussion s'est poursuivie pendant très longtemps. Et donc, ils ont fait l'analyse de façon différente que ce que nous faisons, nous, pour obtenir des détections. Donc, il est possible qu'en utilisant des méthodes comme les leurs, on pourrait avoir d'autres façons d'estimer des paramètres. C'est-à-dire que essayer de soustraire à tel point que l'on se retrouve avec rien à corréler, ça serait trop sensible au bruit. C'est peut-être une bonne façon de faire. Mais nous attendons à ce que la communauté scientifique décide. Et peut-être meilleure réplique à cela, c'est que vous avez refait ces constatations. Nous faisons 2 types d'analyse. L'analyse statistique pour voir si cela aurait pu se produire fortuitement, si c'était de la coïncidence pure et dure, pure et simple. Et ensuite, nous faisons une autre analyse reposant sur des modèles pour voir la congruence entre les modèles, les distances, l'emplacement, etc. Et évidemment, on a réussi puisque l'emplacement était tout à fait le bon. Et donc, nous pensons que c'est la même façon de procéder. Il y a peut-être d'autres façons de procéder, mais en fin de compte, nous laissons à la communauté scientifique la possibilité de décider. On a créé des tutoriels pour mieux expliquer, mieux que par le passé, de la façon que nous faisons ces analyses et nous publions les codes. La plupart des codes sont publiés, mais ce n'est pas toujours facile à retrouver et nous passons pas assez de temps à documenter ces codes, mais nous faisons de notre mieux de façon à ce que les gens puissent comprendre ces résultats parce que nous y croyons à ces résultats. Donc, l'heure est venue de généraliser la discussion. Y a-t-il des questions tout au fond de la salle? Donc, je vous propose encore de lever le bras aussi haut que possible de façon à ce que l'hôtesse puisse vous trouver au fond de la salle. Voilà. Le micro arrive.
Allez-y, monsieur. Bonsoir. Merci de cette présentation. Moi, j'ai une question financière portant sur tous ces projets, ces programmes. Et c'est une question pour nous tous dans la salle. Comme vous le savez, la science, ça coûte cher. Gabriela nous a dit ce soir que ces expériences coûtent très cher. Et j'étais en train de me demander, puisque beaucoup d'argent a été consacré, a été gaspillé, je suis désolée de le dire comme cela, et il y a eu beaucoup de gaspillage dans ces recherches astronomiques. Et vous pensez que ce travail mérite d'être poursuivi parce que quelles sont les retombées de tout cela? Dans votre présentation, vous avez dit que quelques-unes de ces fluctuations quantiques, de ces vides, pourraient être utilisées pour détecter des ondes gravitationnelles. Alors, j'espère que vous allez pouvoir répondre à cette question. Permettez-moi d'ajouter quelque chose. Vous avez dit à plusieurs reprises que ça ouvrait des portes nouvelles. Eh bien, effectivement, avec ce genre d'instruments et avec la plupart des instruments astronomiques, nous ne développons rien qui pourrait, par exemple, guérir le cancer ou le diabète, parce que moi, je souffre de diabète et j'adorerais pouvoir en guérir. Mais la technologie qui est développée et les ressources humaines, les cerveaux qui travaillent sur ces expériences et qui ensuite se rendent dans l'industrie, c'est très important. Moi, j'ai des étudiants dans l'AIGO, nous avons des étudiants qui désormais travaillent dans beaucoup de secteurs industriels différents et qui ont reçu les meilleures formations possibles et qui savent très bien comment découvrir, diagnostiquer des tas de choses, utiliser leurs connaissances précédentes pour autre chose. Ça, c'est vraiment la retombée immédiate de ces expériences. Mais il y a des retombées à plus long terme et ça, elles sont très difficiles à prédire. Beaucoup de personnes, en particulier dans les pays en développement, tels que l'Argentine, d'où je viens, se demandent s'il faut consacrer de l'argent à la science. Peut-être faudrait-il le consacrer à autre chose. Eh bien, si c'est ce qu'on avait fait il y a 100 ans, on n'aurait pas le laser aujourd'hui. On n'aurait pas beaucoup de technologies que nous utilisons aujourd'hui dans notre vie quotidienne et qui étaient des sciences ou qui relevaient de sciences très fondamentales au moment où elles avaient été développées. Donc il y a un intérêt très égoïste à dépenser de l'argent pour la science. Pour l'instant, c'est pour comprendre mieux l'univers. Mais il y a aussi d'autres applications. Donc ça, c'était pour les applications. Mais quelles sont les fenêtres qui ont été ouvertes dans votre domaine de recherche aussi? Les nouvelles explorations possibles dans vos recherches? Oh, mais évidemment, c'est exactement ce qu'on a fait avec le télescope de Galilée. Oui, mais concrètement, quels sont les domaines qui ont été ouverts grâce à ces recherches? Bien écoutez, pour nous, ça ne fait que 3 ans qu'on a fait cette découverte. Et avec cette toute première découverte et celle qui a suivi des trous noirs, on a déjà toute une série de questions très importantes. Comment les trous noirs se forment-ils? On ne voyait que les trous noirs formés suite à l'explosion de nova et de supernova. Mais maintenant, on voit que les trous noirs peuvent avoir la masse 40 fois la masse du Soleil et qui ne se trouvent pas tous au même endroit de l'univers. Donc les astronomes sont très intrigués par cela. Il y a des théories qui se concurrencent. La théorie des trous noirs, c'est désormais un domaine en soi de recherche. Avec la découverte de la fusion des étoiles à neutrons, ça tente à penser, à prouver non seulement que les étoiles à neutrons fusionnent, ça on le soupçonnait déjà, mais qu'elles fusionnent en créant une grande explosion et que c'est ce qui est actuellement, enfin ça correspond actuellement à la théorie de la manière dont l'or est produit dans l'univers. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? L'un ou l'autre? Comme je l'ai dit hier, sur la base du petit nombre de détections d'ondes gravitationnelles qui ont eu lieu, on comprend déjà beaucoup mieux ce que l'énergie est ou n'est pas, et on peut se concentrer sur des choses importantes.
Sur la base de la première détection d'ondes gravitationnelles, selon la collaboration LIGO-Virgo, on a pu mettre une limite à un des paramètres de la gravité, le graviton, la masse du graviton, qui est déjà mieux connu que ce que l'on sait pour la lumière. Sur la base de cette seule et unique détection d'ondes gravitationnelles, on comprend mieux la gravité que la lumière. Tout ce que l'on a vu jusqu'à présent, on l'a vu par la lumière. Ça fait des milliers d'années qu'on voit des choses par la lumière. Et cette seule détection d'ondes gravitationnelles nous a permis de mieux comprendre la gravité au-delà de tout ce que l'on sait sur la lumière après des milliers d'années de détection. C'est quand même incroyable. On ne peut pas vous dire tout ce que l'on va pouvoir découvrir grâce à ces ondes gravitationnelles, parce que ça vient tout juste de commencer. Mais il y a déjà eu, dans ces quelques mois et années, tellement de recherches scientifiques qui ont été faites que pour moi, ça n'est vraiment qu'un tout début. Andrew, je voudrais répondre à votre question de façon plus générale. La question est en fait de savoir pourquoi est-ce qu'on consacre autant d'argent à la science. Il me semble qu'il y a deux volets à la réponse. D'abord, un volet pragmatique, pratique. À l'heure actuelle, un quart de notre économie est lié directement à la mécanique quantique. La mécanique quantique a une valeur pour nous qui représente plusieurs milliers de milliards de dollars. Le coût du développement de la mécanique quantique il y a 100 ans était d'un peu moins de 100 millions de dollars. Les investissements faits par la société dans des recherches à but purement de curiosité ont été de loin les plus lucratifs jamais réalisés. Si vous aviez demandé à Max Planck ou à Niels Bohr ou à Schrödinger ou à Heisenberg quelles applications ils pouvaient envisager de la mécanique quantique, je ne sais pas s'ils auraient été en mesure de répondre. Et s'ils avaient répondu, je suis sûr que leur réponse aurait été ridicule. Ils n'auraient tout simplement pas pu prévoir la manière dont leur recherche à but purement axé sur la curiosité allait un jour transformer le monde. On ne devrait donc pas simplement travailler sur des choses concrètes qui aboutissent à un brevet utilisable d'ici 5 ans. Il faudrait pouvoir comprendre tout ce qui nous entoure et même des choses qui ne pourront se transformer en retombées technologiques ou en avantages financiers que d'ici 100 ans ou plus. Cela dit, ça n'est pas pour cette raison-là que je fais de la science. Je ne travaille pas sur les problèmes fondamentaux des trous noirs pour que mes arrière-petits-enfants puissent vivre dans l'aisance financière. Je travaille sur ces problèmes parce que je pense que ça fait partie de la qualité d'être humain. Une des caractéristiques du fait d'être humain, c'est que l'on a le désir, le besoin de comprendre le monde qui nous entoure, au sens le plus trivial du terme. Et ça, c'est déjà satisfaisant pour nous tous. Regardez le nombre de personnes présentes dans cette salle. Je ne crois pas qu'il y ait une seule personne ici présente simplement parce qu'elle recherchait un conseil sur les bonnes actions dans lesquelles il faut investir en bourse pour pouvoir engranger beaucoup d'argent grâce aux ondes gravitationnelles. Non, si vous êtes là, c'est parce que vous faites preuve de curiosité à propos du monde qui vous entoure. Et la curiosité, c'est tout à fait louable. Et il faut l'alimenter, me semble-t-il. Les montants qui sont investis dans une recherche qui ne vise qu'à satisfaire notre curiosité sont en réalité très faibles, minuscules, moins d'1% des montants qui sont investis dans la science à vocation technologique. Et d'ailleurs, les personnes qui ont pris la parole jusqu'ici et leurs collaborateurs, les étudiants qui travaillent pour eux, je peux vous dire qu'ils travaillent sur des salaires de misère, simplement parce qu'ils veulent mieux connaître le monde. En tout cas, c'est ce que je pense. Excusez-moi. So let's go.
Let's go now to Twitter. Alors, passons maintenant à Twitter. En fait, vous avez déjà répondu à 2 questions qui avaient été posées sur Twitter, mais il y en a une troisième qui est la suivante. Vous avez désormais une certaine fréquence d'événements, vous connaissez la sensibilité de vos instruments, vous savez pendant combien de temps il faut les utiliser. Qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Est-ce que vous pouvez déduire la densité et la fréquence de ces événements dans l'univers? Et de là, pouvez-vous aussi en déduire quelque chose sur la densité des trous noirs? Oui. Et je dois dire que même si nous n'étions pas sûrs au départ que ce serait possible, on l'a fait, on a répondu à toutes ces questions avec une seule détection. Dans le document, dans l'article que nous avons publié, avec la première détection, nous avons dit que le nombre de trous noirs dans l'univers n'est pas de 0 et leur densité non plus. Et ça, on ne le savait pas à l'époque. Bon, maintenant, on connaît mieux la masse des trous noirs. Mais avec la sensibilité qui est la nôtre, nous recherchons malgré tout des trous noirs dans un univers assez proche de nous. C'est la raison pour laquelle nous voudrions accroître la sensibilité pour pouvoir capter des trous noirs plus éloignés pour pouvoir faire en sorte que nos observations ne soient pas dépendantes de la distance et donc que l'on puisse regarder plus loin dans le passé. Évidemment, pour les étoiles à neutrons, nous n'avons qu'une seule détection, une seule observation pour l'instant. Nous n'osons pas encore calculer la fréquence parce que nous n'avons aucune estimation pour le nombre ou la fréquence de fusion d'étoiles à neutrons. Sur la base des connaissances que nous avons sur les pulsars binaires dans les galaxies, on peut faire des extrapolations et nous comptons là-dessus. Mais là encore, c'est une autre raison pour laquelle nous voudrions améliorer la sensibilité pour nous assurer précisément que nous voyons un grand nombre de fusions d'étoiles à neutrons. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est quel est le taux de fusion de signaux inattendus? Est-ce qu'il y a encore une question maintenant dans la salle? À l'avant de la salle, je crois. Ici, devant. Time is running fast. Nous n'avons plus beaucoup de temps à disposition, donc nous allons encore entendre cette question puis une autre. Eh bien, merci beaucoup pour cet exposé brillant. Je voudrais faire une remarque sur la précédente intervention. Tout d'abord, nous avons besoin de la science et j'adore la façon dont vous dépensez votre argent, notre argent. Merci beaucoup. Ma question technique est la suivante. Les expériences ou les dispositifs tels que LIGO, est-ce que c'est vraiment la meilleure manière de détecter les ondes gravitationnelles ou est-ce que c'est la seule manière dont on dispose pour l'instant? Ça dépend comment on mesure ce qu'il y a de mieux. Si vous voulez vraiment regarder les ondes gravitationnelles qui présentent le rapport signal-bruit le plus important, alors LISA est le meilleur instrument. C'est la raison pour laquelle nous essayons tous d'obtenir du financement et du soutien pour LISA depuis des dizaines d'années. Et nous sommes heureux que ça marche parce que dans LISA, on peut avoir des signaux venant de fusion de trous noirs avec un rapport signal-bruit de 1000, alors que nous en avons avec un rapport signal-bruit de 25 seulement. Avec nos détecteurs, on peut regarder la fusion des étoiles à neutrons et des petits trous noirs. Avec LISA, vous pourrez regarder des fusions de trous noirs représentant des masses de millions de soleils. Donc, selon le type de signal de la source, vous aurez besoin d'instruments différents. Très brièvement, une question ici, une autre là, et ensuite, si nous avons le temps, dans le fond de la salle. Avec la collaboration LIGO-Virgo, avant les premières détections, les équipes, avant le perfectionnement des méthodes, ont pris beaucoup de temps, et maintenant nous avons plusieurs détections, et même le prix Nobel qui a été accordé à ces collaborations. Est-ce que le travail a changé au sein des équipes à cause de cela dans les institutions concernées? Je crois que oui. Enfin,
Ça n'a pas changé ce que nous faisons. Nous continuons à travailler. Chaque membre de cette équipe à $1000, pardon, excusez-moi, cette équipe de 1000 personnes travaille sur des petites choses qui doivent encore être résolues ou améliorées. Donc tout le monde travaille sur un petit projet, préciser davantage la calibration, faire en sorte qu'il y ait moins de fuite du laser, etc. Mais, évidemment, maintenant, avec tout ce que nous faisons, nous pouvons dire « Ah, maintenant, on peut détecter des trous noirs de façon un peu meilleure ou un peu plus rapide. » Mais au fond, on n'a pas changé pour autant le contenu et la finalité de nos recherches. Madame, je vais essayer de transformer ma question plutôt en commentaire. Ma commentaire, ça n'est pas... c'est pas pour vous critiquer parce que je suis fan de ce que vous faites depuis des années. Je suis vos études, je regarde vos vidéos un peu partout. Et je ne suis pas scientifique moi-même, je suis danseuse, je suis chorégraphe. J'organise des spectacles à San Francisco qui s'appellent la danse quantique. Et je suis en train d'en créer un spectacle qui s'appelle la danse gravitationnelle. Donc je voulais juste vous dire que je suis convaincu que ça vaut la peine d'investir dans l'argent. Ça, j'en suis convaincu à 100%. Aujourd'hui, nous souffrons tous de beaucoup de problèmes, beaucoup de maux. Et l'un de ces maux, c'est que les gens se concentrent excessivement sur leurs petits problèmes quotidiens au lieu de regarder un petit peu plus loin que le bout de leur nez. Comprendre mieux l'astronomie, comprendre l'univers, c'est une manière formidable de dépasser ses limites, de regarder au-delà des limites de notre propre peau, de notre propre cerveau, et comprendre l'humanité tout simplement. Et comprendre que nous sommes tous connectés par le biais des particules qui dansent ou qui vibrent ensemble, en ondes. Tout cela est magnifique. Donc, petite question, j'ajoute une petite question à ce commentaire. La physique des particules et l'astronomie étaient des domaines jusqu'ici séparés. Enfin, moi, je les considérais comme séparés. C'est pourquoi j'ai fait 2 spectacles différents, la beauté du tout petit et la beauté du très grand. Mais maintenant, avec les ondes gravitationnelles, j'ai l'impression que c'est en fait un très bon symbole de la manière dont ces 2 mondes sont en train de fusionner. Et les savants qui se concentrent davantage sur la physique des particules, vont-ils travailler davantage avec les astronomes ou les astrophysiciens là-dessus? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de voir les choses? Est-ce que vous pensez que ça crée un pont ou une paix entre ces 2 univers, entre ces 2 groupes de personnes qui luttent pour obtenir des financements, n'est-ce pas? Donc moi, je vous pose la question de façon différente. Est-ce que c'est une manière de fusionner la physique gravitationnelle et la physique quantique? Bon, écoutez, je laisse cette question à Andrew pour plus tard. Mais à propos du tout petit et du très grand, je dois dire que c'est ce qui m'a attiré moi-même dans ce domaine. Il faut réaliser des instruments qui soient gigantesques, à l'échelle humaine, 4 km de long. Mais il faut les faire précis au point de pouvoir mesurer des distances minuscules pour apprendre des choses sur des événements qui se sont produits à très très grande distance. Et ça, c'est le lien entre les petits instruments, les minuscules distances, les grandes distances. Pour moi, cette connexion, c'est ça qui m'a le plus fasciné et attiré. Andrew, avez-vous quelque chose à ajouter? Je n'ai pas eu, pour ma part, l'impression que les astronomes et les astrophysiciens, les astroparticules se battent pour le même financement. Je ne crois pas qu'ils se battent pour obtenir de l'argent. LIGO, jusqu'ici, d'après ce que j'ai vu, c'est un projet à grande échelle. Les trous noirs ont des kilomètres de diamètre. C'est assez différent de ce que font les physiciens des particules qui se concentrent sur les petites échelles. Mais à long terme, LISA ou d'autres expériences qui recherchent les ondes gravitationnelles vont tourner autour du sujet général des ondes gravitationnelles, et la gravité elle-même va tous nous occuper. Donc c'est effectivement un pas dans la direction que vous avez évoquée. C'est un pas dans cette direction. Désolé, nous n'avons plus de temps à disposition. Monsieur, n'hésitez pas à venir nous rejoindre et poser directement votre question aux orateurs.
Vous le savez, je termine généralement sur une citation. Je ne me suis pas tourné sur le passé aujourd'hui. Simplement, il y a 2 ans, j'ai eu l'occasion d'interviewer Kip Thorne pendant 2 heures. Ça a été tout à fait fascinant d'ailleurs comme expérience. Et il m'a donné cette citation qui m'a beaucoup fasciné. La cosmologie sera l'héritage de notre époque, tout comme les arts sont les héritages de la Renaissance. Est-ce que vous pouvez réagir à cela et ensuite on terminera? Eh bien, écoutez, je dois dire que nous pensons que l'astronomie des ondes gravitationnelles va ouvrir un domaine tout à fait nouveau, comme Galilée a ouvert un domaine nouveau il y a plusieurs centaines d'années, et cela nous amène à l'avenir. C'est un nouveau moyen de regarder l'univers, regarder le côté obscur de l'univers, les trous noirs, etc. La cosmologie, c'est un domaine gigantesque et je suis certain que ça va nous occuper pendant encore au moins 1000 ans. Merci. Merci beaucoup, Gabriela. Voilà, très brièvement, vous le savez, on arrive à la fin de cette semaine. Demain soir, Andrew Strominger sera sur scène. Merci à toutes les personnes qui ont préparé cette soirée, ce colloque en entier, et notamment, je le redis une fois, mais les traducteurs là-haut dans leur cabine qui font un immense travail. Et donc, il me reste aussi à vous mentionner le spectacle au Parc des Bastions, pour ceux qui n'auraient pas encore entendu ou vu qu'il y avait un spectacle au Parc des Bastions. Ça dure 20 minutes, c'est sur le thème de la gravité, c'est un son et lumière magnifique. Allez-y tous les soirs jusqu'au 21 novembre, à 6h, 7h ou 8h. Voilà, bonne soirée et à demain pour ceux qui seront là.